Nous sommes le 5 avril 2025, il est 18h et vous êtes en direct sur Radioverse. Vous êtes bien dans l'émission Cinépopée, la petite histoire des grandes sagas. Et comme chaque mois, puisque c'est une émission mensuelle, je reçois avec moi Chris. Comment ça va, Chris ? Ça va très bien, bonsoir. Alors Chris, avant que nous commencions cette émission, j'aimerais que tu me diffuses un petit extrait de l'émission Dès alors d'hier soir. Le principe, il est simple. Je vais vous pitcher un film, mais mal, mais alors très très mal. Hein. Et c'est à vous de deviner de quel film je parle. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à jouer ? Oui. Allez, oui. Allez, c'est parti, attention. C'est l'histoire d'un mec qui s'est fait virer par son N-1 et qui a voulu prendre sa place. Et le type devient complètement alcoolique à tel point qu'il titube tout le temps. Du coup, il erre pendant des années, saoul comme un cochon, mais il a qu'un truc en tête, c'est reprendre sa place. Du coup, il trouve sur son chemin un mec et une nana qui se tournent autour sans s'avouer qu'ils s'aiment parce que monsieur gagne moins sa vie que madame, qui, elle, est née avec une cuillère en or dans le cul. Dans le cul ? Et tous les trois, à l'aide d'une seule pièce, ils vont fomenter un plan pour aider l'alcoolo de service à retrouver son poste. Et là, au moment de mettre leur plan à exécution, mon Dieu, il y a des monstres qui débarquent. Et en plus, comme le soulard a fait plein de conneries, il est pourchassé par un flic avec une perruque. Bref, c'est le bordel. Mais les trois personnages finissent par gagner grâce à leur pièce. L'alcoolique reprend son poste, et comme on est Hollywood, les deux autres s'avouent leur amour. Fin. C'est magnifique. Jurassic Park. Jurassic Park. Comment tu trouves Jurassic Park avec ça ? C'est pas du tout C'est clair. C'était un extrait de l'émission Et alors d'hier soir dans lequel nous avons lancé un nouveau jeu, Balance ton pitch. Et dans ce pitch, j'ai décidé de faire deviner un film. Et ce film, c'est le premier film de la saga dont nous allons vous parler ce soir. J'ai nommé Pirates des Caraïbes. Allez, tout de suite, une bande-annonce. Tu ignores ce que c'est, n'est-ce pas ? C'est de l'or aztèque. Et cet or, les dieux païens l'ont protégé par une terrible malédiction. Notre quête a duré 10 ans. Nous avons retrouvé jusqu'à la dernière pièce, à l'exception de celle-ci. Poupée. Ils ont enlevé Elisabeth. Bienvenue à bord du Black Pearl. Il faut la sauver. Par quoi proposez-vous qu'on commence ? Ce Jack Sparrow, il nous a parlé du Black Pearl. Faites-lui une offre, il peut nous y conduire. Vous oubliez votre place. Vous n'êtes qu'un forgeron. Tirez-moi de cette cellule et sans nul doute je vous conduirai au Black Pearl. Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, premier du nom, un film de Gore Verbinski sorti en 2003. Un film qui est inspiré, et ça faut le dire, d'une célèbre attraction de Disneyland, homonyme, Pirates des Caraïbes, qui a inspiré ce film. Alors Chris, ce premier film, de quoi il parle ? Le pitch est simple, on va suivre les aventures de Jack Sparrow, un petit pirate au XVIIe siècle, une sorte de dandy, j'ai envie de dire. C'est ça, exactement. Ouais, un dandy qui est en quête de son bateau légendaire, le Black Pearl, qu'on lui a volé, dont il s'est fait exclure, on va dire, et il part pour une aventure, j'ai envie de dire, de fantaisie historique. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait dans la réalité parce que c'est un monde où la magie existe. Ouais, écoute, un très bon pitch effectivement, et sur sa route il va croiser deux autres protagonistes, Elizabeth Swann et un ami d'enfance de celle-ci, Will Turner, et forcément des liens vont se créer, des histoires vont les embarquer, un passé va ressurgir, et vont débarquer également les antagonistes et le principal, le capitaine Barbossa, ancien second de Jack Sparrow. Est-ce que tu avais quelque chose à nous dire déjà sur le fond du film ou sur l'industrie Disney, parce que c'est un film estampillé Disney. Mais c'est comme avant, on avait des dessins animés un petit peu mal dessinés au scénario abracadabrantesque, comme les G.I. Joe ou Mask qui nous vendaient des jouets en plastoc. Là, carrément, on pousse le cynisme à nous vendre un film qui vaut des millions et des millions de dollars, des centaines de millions de dollars, pour nous faire venir au parc Walt Disney. Je trouve ça d'une beauté exemplaire. et on sent ton ironisme dedans, mais à côté de ça, est-ce que leur coût
j'ai envie de dire, marketing et leur coup de maître n'a pas marché. Eh ben voilà, c'est ça qui est fort. C'est-à-dire qu'on peut baver sur le côté capitaliste de la démarche, mais on peut aussi saluer le film qui est bien. Moi, j'aime bien quand cet univers de pirates où la magie et le fantastique cohabitent, où les malédictions sont vraies. Et ouais, j'ai bien aimé le film et ben, tant pis si c'est du capitalisme. Mais moi, j'ai passé un bon moment avec Jack Sparrow et grâce à Johnny Depp. Tu le disais, un film de quête, et dans ce premier opus, quelle est la quête exacte? Oui, ils sont en quête d'un trésor maudit, un trésor qui, si tu le voles, te fait naviguer entre la vie et la mort jusqu'à ce que tu rendes le trésor dans sa totalité. Voilà, et la quête, elle est très simple, c'est qu'ils veulent retrouver un ancien fils de pirate un peu disparu, et à qui il reste une pièce de ce trésor maudit, et sans cette pièce, malheureusement, les méchants ne pourront pas redevenir des humains. Et c'est là qu'entre en scène, en tout cas, le trio Jack Sparrow, Will Turner et Elizabeth Swann. Donc voilà, un premier opus, effectivement. En tout cas, moi, je me souviens, j'avais une quinzaine d'années quand le film est sorti, et je suis resté bouche bée pendant plus de 2 heures et demie, et film long pour l'époque, dans le cinéma, et à la fin des 2 heures et demie, j'en voulais encore, tellement en fait l'univers, au-delà de la magie, on plonge vraiment dedans, et on est embarqué. Oui, c'est ça. Et moi, la malédiction, je t'avoue qu'au début, je me suis demandé, mais pourquoi ils vont chercher cette dernière pièce qui leur manque. Ils ont la belle vie, quoi. Ils ont la vie éternelle. Ils peuvent naviguer sur les flots. Ils peuvent voir toute l'évolution du monde. Ça m'a pas l'air d'être une malédiction pour moi. C'est une récompense. Alors quoi. c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce vraiment une malédiction? Et le capitaine Barbossa, joué par l'excellent Geoffrey Rush, on reviendra dessus après sur le casting, mais il l'explique très bien, justement, parce que je pense que aussi les scénaristes et réalisateurs ont pensé à cette question que pourrait se poser le spectateur, mais il le dit très bien. Il dit en fait, cette malédiction est une malédiction réelle, puisque en fait ils ont toujours la sensation d'avoir faim. Quand ils mangent, ils n'ont pas l'impression de manger, et en fait ils ont constamment en fait l'impression de mourir sans mourir. Donc en fait ils souffrent H24, et en fait c'est une réelle malédiction parce que c'est une souffrance infinie. Oui, c'est comme disait Johnny Hallyday, qu'on me donne l'envie d'avoir envie. C'est ça qui leur manque. Voilà, exactement, l'envie d'avoir envie. J'aimerais qu'on s'attarde un peu du coup sur les critiques de ce premier opus, et que tu me trouves, car je sais que c'est toi notre expert presse, la critique la plus what the fuck. Oui, j'ai sélectionné la critique des Inrecuptibles, qui, sous la plume d'Alexandre Chabert, nous dit que c'est un film de pirate où tu t'ennuies fortement, complètement même, à chaque rebondissement, il n'y a aucune surprise. Et le seul point positif pour eux, c'est Johnny Depp qui sauve le film de cet ennui terrible, parce qu'il cabotine du début à la fin du film. J'ai envie de dire qu'il y a du faux, mais il y a aussi un petit peu de vrai. Alors, j'ai envie de dire où est le faux, parce que, enfin, où est le vrai, j'ai envie de dire, parce que pour moi, si je rebondis sur cette critique, à aucun moment on peut s'ennuyer devant, il y a aucun temps mort. Le vrai, c'est que Johnny Depp est exceptionnel, mais c'est pas le seul à sauver le film, parce que pour moi tout le casting est très bon. Et là, après que tu m'aies répondu, on va s'attarder sur le casting. Ben Johnny Depp cabotine, ça je veux bien le dire, je veux bien être d'accord avec eux sur ce point. Que veut dire cabotiner? Parce que moi je ne suis pas un langage inrecuptiblien. Que veut dire ce mot cabotiner? Cabotiner, ça veut dire qu'il en fait trop d'adresses au public, qu'il attire trop l'attention. Et c'est vrai que par rapport aux autres pirates, le Jack Sparrow, il est atypique. C'est voulu. Ouais, c'est voulu, et en même temps, c'était pas la vision, c'était pas vraiment la vision au départ. Hein. Alors c'était pas la vision au départ, mais en tout cas, et d'ailleurs Johnny Depp s'est fâché fort, je sais, avec la réalisation et surtout les producteurs, mais au final il y a eu gain de cause, et c'est ce qui fait aussi le charme de ce film. Et sans ça, on n'aurait peut-être pas eu un film aussi iconique, en tout cas un personnage aussi iconique qu'on a eu grâce à Johnny Depp. Mais par contre, on reviendra sur le cabotinage, car grâce à toi, j'ai appris un nouveau mot, de Johnny Depp dans les films un peu d'après, parce que après, je peux rejoindre le surjeu que l'acteur a opéré sur la suite de la saga.
Ouais, en tout cas, le personnage de Jack Sparrow, il est devenu iconique, quoi. Il est identifiable, un petit peu comme le personnage de Karl Lagerfeld. Je sais pas pourquoi je pense à lui, mais ouais, c'est un personnage qui est passé dans l'imaginaire commun. Et on le doit à Johnny Depp et aux propositions qu'il a fait pour le rôle. Exactement, et c'est le temps de s'attarder du coup sur le casting, parce que oui, on parle de Johnny Depp, mais effectivement, c'est un film avec Johnny Depp. Il y a un casting démentiel, hein. Johnny Depp, Keira Knightley, Orlando Bloom, Geoffrey Rush. On a vraiment un casting 5 étoiles dans ce film, et moi j'ai envie de dire, en fait, ils ont tous à leur niveau tiré la couverture à eux à un moment dans le film. Et ce qui a rendu aussi ce film iconique, c'est que chaque personnage a vraiment un trait de caractère qui est poussé, mais qui est très bien exploité. Ouais, on a un bon développement des personnages. C'est-à-dire qu'il y en a pas un qui est mis sur le côté. Tout est fluide. Vraiment, tout est fluide. Même les personnages secondaires, comme le duo comique, un petit peu au physique de Laurel et Hardy, oui. On a envie. Ils font rire, quoi, du début à la fin. Ils sont géniaux. Ces deux petits gars. Et tout le film est comme ça, et c'est une écriture filmique qui est qui tape dans le mille, quoi. Du début à la fin, tu tapes dans le mille. Et effectivement, je l'ai vu aussi au cinéma, et j'ai été fan dès le premier instant, quoi. C'est un film génial. Voyons voir si la magie a continué d'opérer avec la suite de cette saga. Passons tout de suite au deuxième film. Payer ta dette. Faire don de ton âme à Davy Jones. Nous avions conclu un marché. L'heure a sonné. Tu portes la marque Jack Sparrow. Tout le monde sur le pont! En avant! Toute voile dehors! Plus vite! Je ne suis rien. Pirates des Caraïbes 2, le secret du coffre maudit. Un film sorti 3 ans plus tard, suite au gros succès de Pirates des Caraïbes. Effectivement, nous ne pouvions qu'avoir une suite à cette saga lancée. Dans ce nouvel opus, on retrouve exactement le même casting, avec de nouveaux acteurs. Mais en tout cas, le casting de base reste le même. On se retrouve quelques temps après le premier épisode, et Jack Sparrow est subitement confronté à son passé. Effectivement, le fameux capitaine du Black Pearl avait signé quelque temps auparavant un pacte avec le terrible Davy Jones, qui est le maître des 7 mers, et qui en échange de son âme lui promettait le commandement du mythique Black Pearl. Et il est temps aujourd'hui de venir payer sa dette. Et oui, Jack Sparrow, tu vas devoir mourir, car ça fait un petit bout de temps que tu es aux commandes du Black Pearl. Ainsi commence en tout cas le deuxième volet. Alors Chris, qu'est-ce que tu as pensé de ce deuxième volet ? Je trouve ce second volet supérieur au premier. C'est-à-dire qu'il prend la recette du premier et il ajoute encore du plus, et pas du plus pour le plus, mais du plus pour le mieux. C'est-à-dire que les personnages continuent à évoluer. On retrouve les deux Laurel et Hardy. David Jones est effrayant. Alors même si les effets spéciaux ont un petit peu vieilli, d'époque, même si les effets spéciaux ont un petit peu vieilli, ils font quand même encore peur aujourd'hui. On dérive un petit peu sur un truc d'horreur fantasy. Il y a la scène où on découvre le bateau de David Jones et ses marins et ses marins. Merci. Et ces marins hantés, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment forte, et on tombe un petit peu sur l'horreur, notamment avec le père de Will Turner qui a une tête horrible. C'est ce qui est très fort, c'est qu'ils ont réussi à faire d'une saga vraiment familiale une saga qui quand même comporte des scènes, comme tu l'as dit, assez horrifiques, et qui peuvent effrayer en tout cas un jeune public. Et pour autant, même s'il y a des recommandations à partir de 10 ans, je suis sûr que dès sa sortie à 8 ans, certains enfants étaient dans la salle pour voir Pirates des Caraïbes 2. Ouais, tout à fait. Et Walt Disney s'est battu pour que le film ait un PJ-13. Et pour ce film, et pour le premier, pour qu'il ait un PJ-13. Parce que c'était pas évident au début de sa production.
Et c'est ça qui est fort, parce que oui, ça donne quand même vers l'horreur. Complètement d'accord avec toi et donc je rebondis aussi sur le fait que tu disais tout à l'heure que voilà le deuxième opus était supérieur au premier. Je suis mais complètement d'accord avec toi. On est vraiment sur un opus mais exceptionnel et moi que je considère en tout cas comme le meilleur opus de la saga. Et ce que j'ai aimé, et c'est là que vraiment on a compris qu'on rentrait dans une saga avec Pirates des Caraïbes, c'est qu'en fait les scénaristes réalisateurs se sont appropriés de réelles légendes des mers. La légende de Davy Jones et du Hollandais volant, c'est une réelle légende. Et par la suite, après, chaque légende des mers va être développée et c'est ce que je trouve très fort et très présent dans ce deuxième film et qui va continuer dans les autres. Ouais, c'est ça que j'aime bien, moi, dans ce genre de film. C'est-à-dire que c'est de la fantasy, mais tu peux le relier au réel. Ouais. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est fort. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'ils ont prévu le 3e épisode en même temps que le 2e. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas signé suite au succès du premier, ils ont signé pour les 2 autres films, donc pour en faire une trilogie. Et que donc l'histoire du 2 se poursuit dans le 3 et fait référence aussi au 1. Donc on a effectivement à partir du 2 une vraie saga qui est mise en place. C'est ça. Après, j'ai quand même une anecdote par rapport à ça. C'est qu'il faut savoir qu'effectivement, ils ont tourné le 2 et le 3 en même temps sans avoir le script du 3e écrit. Oui, tout à fait. Ils ont... Et ça se ressent et on va en parler. Et en parlant du premier tout à l'heure, on parlait du capitalisme éhonté de Disney, mais il faut aussi saluer la prise de risque. C'est-à-dire que le genre de pirate, à l'époque de la sortie du premier Pirates des Caraïbes, n'était pas en odeur de sainteté. Le dernier film de pirate qui était sorti, qui s'appelait L'île aux pirates, une dizaine d'années d'avant, avait été un échec monumental qui avait conduit à la faillite de d'un des producteurs. Et donc ils ne pensaient pas que Pirates des Caraïbes allait faire une grosse carrière, et c'est pour ça qu'ils ont tout de suite signé 2 épisodes supplémentaires. Exactement, t'as raison, et c'est ce qu'on peut reprocher aussi aujourd'hui à Disney, c'est de ne plus prendre de risques comme ils en ont pris, ou en tout cas quand ils essaient de faire des choses, ça prend en tout cas beaucoup moins bien. Une petite critique un peu what the fuck sur ce deuxième épisode. Oui, les cahiers du cinéma qui nous font une petite critique, ils mettent 4 étoiles ils mettent 4 étoiles au coffre de Davy Jones. Nos copains. Ouais, ils disent que le deuxième opus a les mêmes qualités que le premier, une drôlerie qui court sans discontinuer, un oiseau formidable entre Chaplin et Errol Flynn. C'est sur l'imaginaire marin très généreux que cette suite dépasse le premier. Oh, eh ben ça y est, félicitations Chris, tu es embauché au cahier du cinéma, car tu aurais pu écrire ces lignes, je te l'assure. Ouais, mais vraiment, ouais. Exactement. Allez, c'est parti. Sans transition aucune, on passe au 3. Yo, yo, nous sommes les pirates, les forts. Vous, que feriez-vous? Un seul d'entre vous serait-il prêt à tout? Affronteriez-vous les eaux mystérieuses et hantées des océans du bout du monde pour ramener le plaisant Jack? Alors aucun de vous n'est venu me sauver parce que je lui manquais? Il fut un temps où Pirates des Caraïbes 3 jusqu'au bout du monde, sorti en mai 2007, soit 6 mois après le second opus. Effectivement, comme on vous le disait, le 2 et le 3 ont été tournés en même temps avec un décalage de sortie d'environ 6 mois. Le pitch de ce troisième opus, rien ne va plus. Jack Sparrow est mort à la fin du deuxième opus et est revenu à la vie le capitaine Barbossa. Et là, que va-t-il se passer? Barbossa et les amis de Jack Sparrow vont décider d'aller le rechercher dans les enfers marines. Voilà un peu le pitch du début de ce troisième opus. Ce troisième opus qui, pour moi, est bien en dessous du reste. Et comme je disais tout à l'heure, le film a été tourné en même temps que le 2, mais alors que le scénario n'était pas réellement bouclé pour ce troisième opus. Et moi, je trouve que ça se ressent beaucoup. Alors, je suis d'accord, effectivement, ils n'avaient pas encore de vrai scénario, donc ils ont un petit peu fait comme ils sentaient, mais je trouve quand même qu'il ajoute à la mythologie de Jack Sparrow. C'est-à-dire que depuis le début de la trilogie, on peut se demander qui est Jack Sparrow en fait. Jack Sparrow ne meurt pas, il revient d'entre les morts.
On ajoute à sa légende. On apprend là dans ce 3e numéro qu'il est l'un des 9 seigneurs pirates qui règnent sur les mers. On ne le savait pas. Et on se demande, moi je me demande vraiment qui est Jack Sparrow dans le film. Et j'ai une théorie, c'est que je pense que il est à l'image de Calypso qu'on retrouve dans ce film et qui est une déesse enfermée dans un corps d'homme. Et je pense que c'est le cas de Jack Sparrow. C'est-à-dire que c'est un demi-dieu. C'est un demi-dieu, effectivement. C'est un demi-dieu parce qu'on va faire la connaissance de son père, mais on en parlera un peu plus tard. Ouais, ok. Alors moi, quand je dis que pour moi cet épisode est bien en dessous, en fait, en vérité, j'adore le film tout du long, mais je trouve qu'en fait la fin est réellement bâclée. Et tu vois, tu parlais de Calypso, et je trouve que Calypso, en fait, au final, on nous l'annonce, mais comme la grande prêtresse des mers, et en fait, à la fin, elle sert strictement à rien. Ouais, c'est une énorme déception le personnage de Calypso, une vraie déception. Elle ne sert à rien. On fait monter la sauce tout au long du film. Tu comprends qu'elle a un secret. Tu vois le secret arriver. Et puis à la fin, elle est censée sauver les pirates et elle fait une mytho-tempête dans un verre d'eau. C'est ça, exactement. Et c'est en ça que je dis que, en fait, j'ai trouvé ce film complètement bâclé et complètement au-dessous du second, parce que il y avait un final tellement en apothéose à faire que ça a été un peu dommage et un peu trop facile la façon dont ils ont conclu l'histoire. Ouais, tout à fait, ouais. Et on peut aussi souligner, tout à l'heure, tu disais que Disney ne prenait plus trop de risques. On démarre quand même cet épisode 3 avec la mort d'un enfant. Alors, elle n'est pas montrée, mais il n'y a pas de doute sur ce qui va arriver au gosse. Il est pendu comme les adultes à côté de lui, quoi. C'est pas aujourd'hui, à mon avis, que Disney montrerait ça. Non, c'est sûr. Non, mais c'est la force aussi. On le disait dans le 2, on le redit ici. C'est la force de Pirates des Caraïbes d'être une franchise qui prend quand même pas mal de risques, en tout cas, au moins jusqu'à cet épisode-là. Et je veux bien revenir sur le père, moi, de Jack Sparrow. C'est-à-dire que tout le monde a peur du père. On le voit quand il apparaît, tout le monde se tait. Tout le monde a peur de lui. Et je pense que c'est parce que lui, c'est justement un dieu qui est resté sur Terre parce il est tombé amoureux d'une mortelle et que Jack Sparrow est né. Et que l'aura dont Jack Sparrow dispose, c'est parce que tout le monde a peur de son père. Et quand tu te dis ça, tu comprends l'attitude de Jack Sparrow. C'est-à-dire que Jack Sparrow, c'est un enfant gâté, c'est un enfant de riche, c'est un fils de bourge. Ok, ouais, ta théorie tient plutôt debout, hein, c'est vrai. Et en plus, ça ferait un beau lien avec la première scène qu'il y a dans le 2 où justement il est loué un peu comme un dieu dans le village des Pygmées là quand il est perdu sur son île. Ouais, tu spoil parce que ils disent carrément ces Pygmées que c'est un demi-dieu. Hein. Ils le disent, c'est une phrase du truc. Donc effectivement, ça sert ma démonstration. Je pense vraiment que c'est ça. C'est un fils de bourge, ce petit Jack Sparrow. C'est un enfant gâté. Voilà. Écoute, s'ils ont voulu faire transparaître ça, en tout cas, on les a démasqués grâce à toi, car tu es notre Sherlock Holmes des films et des sagas. Merci. Allez. Une critique what the fuck sur cet épisode ? Ouais, les cahiers du cinéma donnent 2 étoiles sous la plume de Stéphane Delorme, qui pense que les effets accentuent juste l'idée de mise en boîte, vite fait, mal fait, par une équipe avide de se faire la malle et de quitter le navire. Bon. C'est un peu. C'est peut-être un peu dur, mais je trouve que je suis pas en total désaccord avec eux. Et il va falloir que je m'inquiète parce que ça fait 2 critiques de suite que je ne suis pas totalement en désaccord avec les cahiers du cinéma. Mais je pense que là, ils visent plutôt la production du film, quoi. Ils ont vu que les conditions dans lesquelles ça s'est passé, ils se sont dit bon voilà, c'est un film bâclé. Mais même si c'est un film bâclé, et notamment à la fin, on l'a dit, ça reste quand même un bon divertissement. Moi, je peux pas mon plaisir. On ne s'ennuie pas une seconde devant le film, on est juste un peu déçu par la fin. Ok, allez, il est temps par contre que les choses se corsent. On passe au 4e opus. La mort est au bout de ce voyage vers la fontaine de Jouvence. Vous pourriez conduire une expédition. Vous êtes Jack Sparrow. Ce serait peut-être mieux avec un capitaine. D'après la rumeur,
Jack Sparrow serait à Londres, déterminé à trouver la fontaine de jouvence. Ne sois pas stupide, Jackie. La fontaine te mettra à l'épreuve. Pirates des Caraïbes 4 et la fontaine de jouvence, un film sorti 4 ans après le 3e opus en 2011, mai 2011. Et là c'est là où j'ai envie de dire les choses se corsent. On a fait une trilogie magistrale, même si on a dit un peu décevante sur la fin du 3e opus. Et là, il faut continuer à faire tourner la machine, à faire grelotter les machines à sous, et on nous sort un nouvel opus qui, pour moi, est très, très, très décevant. De quoi parle ce 4e opus, Chris ? Oui, c'est Jack Sparrow qui rencontre une de ses ex. Ils décident ensemble de partir à la recherche de la fontaine de jouvence qui avait été teasée à la fin du 3e épisode. Ouais. Alors là, encore une fois, dans cet opus, on reprend quand même tout ce qui a fait le succès de la franchise, c'est-à-dire que on va prendre une légende des mers, donc à savoir Barbe Noire, et on va construire une histoire tout autour de ça, à la recherche de la fontaine de jouvence qui va rendre les gens immortels. Donc en fait, le pitch de départ est très bon. Là où je trouve que c'est moins bien réussi, c'est que déjà on perd 2 personnes du trio, à savoir Elizabeth Swann et Will Turner. Et pour compenser ça, Johnny Depp surjoue son rôle de Jack Sparrow et je trouve que ça se voit trop. On a une Penelope Cruz qui est plutôt une bonne actrice mais qui remplit pas du tout pour moi son contrat en tant que femme pirate délaissée et qui est un peu le Johnny Depp finalement au féminin et au final avec tout ça on a une histoire qui arrive pas à s'enchaîner et qui marche pas tant que ça. Non, c'est un film qui a été javélisé. Donc, on ne prend plus aucun risque. Si le public veut un pirate, veut des pirates, veut une femme pirate, veut de la magie, on lui donne ce qu'il veut. Il n'y a rien d'autre. Tout est binaire dans le film. Le bien, le mal, les personnages gentils, les personnages méchants. Tout est plat, tout est nul. Et le summum, c'est l'histoire entre la sirène, dont j'ai oublié le nom de l'actrice qui le joue, et son prétendant, qui est le nouveau Will Turner, et qui arrive comme ça, complètement beau gosse. T'as l'impression de regarder un Chip and Dale torse-poil qui nous montre ses muscles. Il est aussi lisse que son jeu. Et pire. Tout à fait. La sirène française, Astrid Bergès, je crois. Voilà. Merci. Merci. Et pire, c'est que leurs dialogues sont insipides de bêtises et on dirait que ça a été écrit par une adolescente de 12 ans qui croit au grand amour. C'est effrayant les dialogues de ce film et c'est vraiment pour moi l'épisode à oublier et à rayer, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un épisode effectivement à rayer, puis en fait qui fait même pas, qui sert même pas et qui fait pas avancer l'histoire quelque part de Jack Sparrow. En fait, on a l'impression de voir un mini reboot ou quelque part, même s'il y a quelques petites allusions, on a l'impression qu'on a oublié tout ce qui s'était passé avant, quoi. Oui, ils se servent de la mythologie sans la nourrir, parce qu'ils ne prennent plus de risques et tout est surnoté. C'est-à-dire que la sirène représente la pureté, le pèlerin c'est le bon petit colonialiste américain, et c'est d'une lourdeur effrayante. Allez, une critique what the fuck pour finir sur cet opus ? Ouais, alors c'est pas vraiment what the fuck, c'est la critique de Libération par Olivier Séguré, et je trouve qu'elle est pertinente. Donc il écrit que c'est Johnny Depp qui continue de fournir à cette saga cupide la petite colonne vertébrale d'un spectacle auquel reste un soupçon de juvénilité. J'ai du mal à le dire, merci. Mais on a l'habitude venant de ta part, on ne t'en veut pas. Et je trouve que c'est ça, la saga là, elle est vidée de sa substance comme un énorme moustique gavé aux OGM te viderait de ton sang d'une seule piqûre. C'est ça. C'est ça. Et je crois que ça a été un peu un semi-échec, hein. Effectivement, oui, tout à fait. Un semi-échec. Ok, écoute, il est temps de passer en tout cas au dernier film de la franchise pour le moment. Les pirates infestaient les mers depuis des générations. Je fis donc serment de les éliminer tous. C'est là qu'apparut ce gamin. Jack Sparrow.
Suivez-le! Il m'enleva tout ce que j'avais. Et déclencha ma fureur. Les morts ont pris le commandement des océans. Ils cherchent un navire, une fille et un pirate. On m'a conté la légende d'un cruel capitaine espagnol qui traqua et tua. Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, un film sorti en 2017. Et là, j'ai envie de dire, la saga reprend du souffle. Que se passe-t-il dans ce Pirates des Caraïbes ? Les temps sont durs pour le capitaine Jack Sparrow et le destin semble même vouloir s'acharner parce qu'un redoutable équipage fantôme mené par un vieil ennemi à lui réussit par finir à s'échapper du triangle du diable qu'on peut un peu comparer peut-être au triangle des Bermudes pour anéantir tous les flibustiers écumant les flots. Voilà, un ancien de la marine et Sparrow compris forcément, et le seul espoir de survie de Jack Sparrow, c'est de retrouver le légendaire trident de Poséidon qui donne à celui qui le détient tout pouvoir sur les mers et les océans. Et voilà, là je trouve qu'on a un pitch qui déjà nous redonne du souffle. On a le retour en tout cas de Will Turner et d'Elizabeth Swann, même si c'est pour juste un petit caméo, ça fait du bien de les revoir. Et puis on a un monstre du cinéma, Javier Bardem, qui vient camper ce méchant. Et là je trouve vraiment qu'on reprend du souffle et qu'on retrouve en tout cas notre esprit pirate des Caraïbes. Et toi, Chris ? Ouais, je suis d'accord. Mais il y a quand même eu une petite peur. C'est-à-dire que dès le début du film, alors l'entrée elle est formidable sur le film. On renoue un petit peu avec le côté horrifique, avec ces fantômes qui sont faits de briques. Avec ces fantômes qui sont incomplets, là les effets spéciaux fonctionnent encore aujourd'hui, donc ça fait vraiment on retrouve un petit peu l'ambiance à la Davy Jones, donc j'ai bien aimé. Javier Bardem, il est excellent dans son rôle de méchant, donc on sent qu'il y a un vrai enjeu enfin qui nous arrive. Par contre, donc quand le héros arrive, qui est le fils de Will Turner, j'ai eu un petit peu peur qu'on reparte sur le 4e épisode maudit. C'est-à-dire que le gars, tu le vois, tu sens qu'il sent le propre, quoi. Il peut passer des années en mer, allongé sur un lit d'hôpital après avoir soi-disant vogué des semaines et des semaines sur une planche de bois. Tu sens qu'il sent le Chanel numéro 5 ou le... Oui, bon, là t'exagères un peu, c'est un peu comme Will Turner dans les 3 premiers qui plongeait, sauver quelqu'un dans les eaux et qui ressortait et qui était sec une seconde après. Ouais, mais Will Turner, Orlando Bloom, il a une sorte de charisme et tu t'attaches au personnage. Là, je suis désolé, il fait vraiment encore une fois Prince Charmant Disney, quoi. Oui, c'est vrai. Après, on reste sous l'égérie Disney et puis bon, c'est vrai que le charisme d'Orlando Bloom n'est pas celui de d'autres acteurs. Effectivement. Après, ce que j'ai aimé aussi dans cet opus, c'est vraiment le fait que on a quand même quelque chose de nouveau et encore une nouvelle prise de risque de la part de Disney. C'est qu'en fait, on a un mystère qui plane tout au long un peu du film et on se pose des questions et en fait à la fin on a un mini cliffhanger avec la révélation du lien de parenté entre l'amoureuse du fils de Will Turner et l'ancien méchant, le capitaine Barbossa. Ouais, à qui on offre une rédemption et une mort héroïque. J'ai adoré ça. Ouais, non, c'était, et puis ça je l'ai pas vu venir hormis lorsque le scénario nous le met sous le nez de façon éhontée. Mais ouais, c'est un vrai plaisir de voir ce développement pour le capitaine Barbossa. Et puis voilà, on a un final en apothéose, en tout cas qui nous pitch une suite qui malheureusement à ce jour n'est jamais arrivée. Ouais. Et on peut aussi se demander pour Jack, au final, si c'est pas un loser, quoi. Parce qu'au bout de 5 films, qu'est-ce qu'il a vraiment gagné ? Je pense pas qu'il ait gagné quoi que ce soit. Il passe de demi-dieu à loser pour toi ? Mais tu penses que c'est un loser depuis le début, hein ? Encore une fois, c'est un papa qui... En fait, encore une fois, que pour reprendre tes termes, un fils à papa et qui finalement n'arrive à rien et qui n'arrivera jamais à la cheville de son paternel. Voilà, c'est ça, mais qui se sauve de tout parce qu'il a un petit peu de bagou, parce qu'il peut pas mourir vu que c'est un demi-dieu. Ouais, mais que pourtant, on aime détester.
Exactement. Super. Allez, pour ce dernier opus, est-ce que tu as une belle critique what the fuck? Oui, tout à fait. C'est l'Express sous la plume de Éric Libio qui écrit « Ce film est nul, sans idée, paresseux, bavard, point ». Oh non, c'est vrai? Oui. Ah non, mais excuse-moi, j'ai dit une connerie. Cette critique, c'est pour le 4. Ah putain, n'importe quoi. Merci Chris pour ta précision. Ok, donc retrouve-nous une vraie. Alors là, d'accord, on va être d'accord avec l'Express. Maintenant, je veux bien une vraie critique what the fuck du 5e opus. Eh bien, je vais te citer Le Figaro, qui écrit « Le film est un catalogue d'attractions des parcs Disney, épaves, requins, fantômes, abordage par des revenants, avec un défilé de stars et de la 3D. C'est lourd, aucun dynamisme, mais on vous en met plein la vue avec du spectaculaire industriel. » Ouais. Ah, c'est méchant. Mais ça, c'est des gens qui ont oublié. Tu vois, c'est des gens qui sont pas comme nous, atteints par le syndrome de Peter Pan et qui ont grandi et qui finalement aujourd'hui n'osent plus rêver. Ouais, c'est ça. Le cinéma, le cinéma, ça parle aussi à l'enfant qui est en nous. Faut pas l'oublier, ça. Ben voilà. Et ça, faut pas l'oublier. Et chers auditeurs, chères auditrices, ne l'oubliez jamais. Ok. J'ai envie de te demander ton classement de ces 5 films. 1, 2, 3, 5. Et le 4, il n'existe pas? Quel 4? Ok. Alors moi aussi j'ai mis. Je pensais que t'allais me mettre le 2 en premier parce que on l'a dit tout à l'heure, c'est le meilleur opus. Mais moi j'avais quand même laissé le 1 en premier. Moi c'était 1, 2, 5, 3, 4. Pourquoi? Parce que le 1 quand même, sans le 1, le 2 ne peut pas découler. Donc il reste la base, en tout cas le socle solide de Pirates des Caraïbes. Le 2 effectivement. Moi j'ai mis le 5 parce que le 3 j'ai vraiment été déçu. J'ai trouvé que le 5 avait apporté un souffle nouveau. Donc du coup j'ai mis le 3 après le 5 et puis évidemment La Fontaine de Jouvence en dernier. À nous de jouer, c'est le titre de cette chronique. On se pose des questions, on va s'en poser 5 chacun, hein, et celui qui a le plus de bonnes réponses à la fin, il gagne. Et je crois que j'ai encore du retard, non, Chris? Honnêtement, je ne sais pas, mais il me semble, oui. Je pense. Ok. Bon, allez, je commence alors par te poser une question et j'espère que je vais te sécher pas mal de fois. J'ai une première question pour toi qui est plutôt, je pense, simple. Quel détail porte Orlando Bloom est visible dans Pirates des Caraïbes durant le tournage de la saga et qui est une référence directe au Seigneur des Anneaux? Un anneau? Et j'ai perdu Chris. Oui. Un anneau? Non, pas du tout, pas un anneau. C'est par rapport à son rôle de Legolas? Exactement. C'est par rapport à son rôle de Legolas et c'est quelque chose qu'il a sur lui et qui en fait se voit sur certains plans séquences de Pirates des Caraïbes. C'est un tatouage, non? Exactement. Alors, vu que c'est ta deuxième réponse, je ne te donne pas le point, sauf si tu me trouves le tatouage qu'il porte. Oui, je le sais, c'est écrit « Je suis Legolas ». Histoire de rester imbu de sa propre personne. Pas du tout, absolument pas. Il a le chiffre 9 tatoué en langue elfique. Ok, je ne savais pas, tu vois. Parfait. Pas de point pour Chris, et ça j'aime. À toi. Le titre a changé. Le premier titre, c'était Pirates des Caraïbes, et ils l'ont changé en Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl. Est-ce que tu sais pourquoi? Je dirais, alors je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, mais je dirais que c'était pour éviter de faire des confusions avec l'attraction de Disneyland. Non, pas du tout. Bon, non, je ne sais pas alors. C'est encore l'œuvre du capitalisme, c'est qu'ils se sont dit, si jamais on fait une saga, on gardera le titre principal, Pirates des Caraïbes, on ajoutera 2 points et le titre du film. Ah ouais, donc ils avaient déjà l'idée de la saga en tête. Ils se sont dit au cas où. Ok, très bien. Parfait. Écoute, pas de point non plus. Allez, c'est reparti. À moi. Par quoi sont liés les 3 personnages principaux? Mon Dieu. Je réfléchis. Je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce qui lie ces 3 personnages principaux? Est-ce que, à travers leur prénom, leur nom, plus exactement, pardon, ils sont liés. Ils sont liés par quelque chose qui les réunit. Alors Jacques, Will et Elisabeth.
Alors pas les prénoms, les noms. Ah, alors Sparrow, Turner, Sparrow. Ah, Sparrow. Oui, Sparrow Turner. Et j'ai la réponse sur le bout de la langue. Mais il faut la sortir de ta bouche, sinon ça ne comptera pas. Oui, Et en plus, je pense qu'elle ne va pas sortir. Mais oui. Eh ben non, ce sera un point non. Eh ben ce sont les oiseaux qui les lient entre eux. Et bien voilà. Parce que Sparrow, tu n'es pas sans ignorer que ça veut dire le moineau. Tout à fait. Elizabeth Swann. Le cygne. Swann qui veut dire cygne. Et Will Turner, donc ça n'est pas un oiseau, mais c'est un très célèbre ornithologue du XVIIIe siècle, époque à laquelle se tourne la saga. Ok, super. Pareil, je ne le savais pas. Super info. Moi, j'ai une question. Et disons, on n'arrête pas de se coller. Soit on est nul, soit on a trouvé des questions fortes. Ouais, ou l'un ou l'autre. J'ai une question sur Pirates des Caraïbes, le 4e du nom. Ah, ça va être dur, 4e ça. du nom. Tout à l'heure, j'ai donné une mauvaise information. J'ai dit que ça avait été un échec, le 4e, et que je pensais parce que justement le 5e a mis du temps à se faire, mais pas du tout. Le 4e épisode fait partie des 3 plus gros succès de l'année de 2011. D'après toi, quels sont les 2 premiers? Oh là là, c'est dur, ça. C'est pas une question sur Pirates des Caraïbes, ça, dis donc. J'ai révisé Pirates des Caraïbes, moi. 2011, Avatar, c'est 2010. Alors, est-ce qu'il compte en 2011? Je sais pas. Non, pas du tout. Le premier, c'est une saga magique. Non, Harry Potter. Harry Potter partie 2, ouais, effectivement. Partie 2, les reliques de la mort. Et le 3e, c'est aussi une saga, c'est une saga robotique. Hunger Games. Robotique. Pardon, Terminator. Non. C'est saga des jouets. Robotique. Hein? C'est des jouets aussi. Ah, Toy Story. Transformers. Presque. Toy Story, des robots. Ok, bon, ben décidément, on est vraiment nul, on ne marque pas de points. Ok, bravo, c'est bien, tu trouves des bonnes choses pour me coller. Allez, une autre question de ma part. Tu connais la boussole de Jack Sparrow qui pointe tout ce que veut au plus profond de lui un homme pour trouver son chemin. Oui, tout à fait. Alors, d'après toi, que pointe la boussole quand c'est le Commodore Norrington qui l'utilise? Et il faut avoir l'œil affairé. Elisabeth? Et non, pas du tout. Faux, complètement faux. La boussole, elle pointe Jack. Parce qu'en tant que bon chasseur de pirates, son but ultime serait de capturer et de faire tuer Jack Sparrow. Ouais, ou alors il est amoureux, hein. De Jack Sparrow aussi, peut-être. Hein, l'homosexualité n'est pas abordée d'ailleurs dans cette saga. C'est parce qu'elle est trop ancienne. Je suis sûr. Si le prochain Pirate des Caraïbes il y a, tu vas voir qu'il va y avoir une personne homosexuelle, un pirate homosexuel. Je suis prêt à en mettre ma main à couper. Et toi? Bah, c'est évident. Hein. Allez, à toi, une autre question? Oui, 1043 milliards de dollars. Oh putain, oh bah ça c'est ce qu'a tout ce qu'a coûté ou tout ce qu'a rapporté 1043 milliards. 1000 milliards? Attends, parce que je suis comme Krasuki avec les 10 chiffres. milliards. Je reprends. 1 milliard 43 millions. Ok, ouais, c'est ce qu'ont rapporté. Ah non, pas rapporté 1 milliard. Ils ont rapporté plus d'1 milliard quand même tous les. C'est ce qu'ont coûté tous les Pirates des Caraïbes. Non, pas du tout. Rapporté? Ouais. Ah non, c'est pas que 1 milliard, c'est pas possible. Sur 5 épisodes, ça ferait que 200 millions par. Non, c'est pas possible, ça ferait que 200 millions par film. C'est pas possible, mais j'ai jamais dit que c'était sur la saga entière. Le dernier épisode, la vengeance de Salazar, a rapporté 1 milliard de dollars au box-office. Ok, pardon, je ne t'ai pas écouté jusqu'au bout. Ah ouais, le dernier 1 milliard, c'est énorme. Ben oui. Et c'est énorme. Ok, très bien. Bon, bah écoute, toujours pas de points de ton côté comme du mien. Donc je continue mes questions. Dans la saga, et si je te dis Gibbs, le moussaillon préféré de Jack Sparrow, oui. Tu vois qui c'est? Je le vois très bien. Alors, quel métier est-ce qu'il exerçait avant de devenir pirate dans la saga? Ah, mais oui, on le voit. Oh mon Dieu, on le voit. Et oui, on le voit. Palefrenier.
Palefrenier, il s'occupait des chevaux? Ouais. Non, pas du tout. Pourtant, c'est drôle parce que tu dis on le voit. Et effectivement, et j'ai même envie de dire, c'est le premier acteur qu'on voit dans le tout premier Pirates des Caraïbes. En fait, il est moussaillon sur le bateau du gouverneur Swan, et c'est lui qui peste parce que on a fait monter Elizabeth Swan dans le bateau de son père. Effectivement, tout à fait. Je savais que j'avais la réponse, mais elle me venait pas. Désolé. Décidément, tu gardes beaucoup de choses sur ta langue ce soir. Ouais, je sais pas pourquoi. Allez, pose-moi ton avant-dernière question. Alors, ce sera ma dernière. Ah ben non, c'est 5, hein. Oh. Ah d'accord, alors j'en aurai une autre. Ça va, t'es pas trop difficile à convaincre. Non, je pensais qu'on était déjà à 5. Tiens, je vais te poser la même question que tu m'as posée, enfin le même genre, sur le point commun entre des personnages. Moi, je vais te demander le point commun entre Johnny Depp, Geoffrey Rush et Kevin McNally. Ok, le point commun qu'ont ces 3 personnages, c'est un point commun dans le film ou c'est un point commun dans leur vie privée? Non, c'est un point commun dans le film. Et donc, c'est Barbossa, Gibbs et Jack Sparrow. Ils ont fait... Et ils ont tous les 3 été capitaines du Black Pearl. Non, quel dommage, tu étais presque. T'étais sur une bonne voie, je pense. Allez, je te oui, parce qu'à un moment, il lui donne les rênes du navire, Jack Sparrow, à Gibbs. Alors, c'est quoi la réponse? Non, je ne sais pas. Bon, ta réponse, en fait, elle peut être acceptée, écoute. Mais moi, la réponse que j'attendais, c'est que ce sont les seuls à être apparus dans les 5 films. Ah, ok. D'accord, ouais. Oui, donc ça vaut pas pour bonne réponse, mais oui, effectivement, t'as raison. Ils apparaissent dans les 5 films et ça doit être les seuls. J'aurais pu le trouver, c'est vrai, mais c'est que je pensais, tu m'as dit que c'était propre, tu m'as dit que c'était propre au film, donc je cherchais un truc dans le film, mais bon, j'accepte ma défaite sur cette question. Ah oui, j'aurais dû parler de film au pluriel, au film AUX. Je vais te poser une dernière question. Cette dernière question, elle est assez compliquée, mais tu peux peut-être la trouver si tu as déjà vu l'info. Est-ce que tu saurais me dire ce qu'a fait Johnny Depp pour une fan de 10 ans? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la petite fille a écrit à Jack Sparrow, elle n'a pas écrit à Johnny Depp, elle a écrit à Jack Sparrow pour lui dire que elle prévoyait avec ses camarades de faire une mutinerie dans sa classe. Bravo. Alors, franchement, bravo. Et alors, j'adore cette anecdote. Et effectivement, ça s'est passé en 2010 et en pleine période du tournage de La Fontaine de Jouvence. Ça se passait à Londres et les élèves de Meridian Primary School, ils ont le droit à une surprise parce que Johnny Depp est venu leur rendre visite en personne dans son costume de Jack Sparrow. Pourquoi? Parce que l'acteur avait reçu une lettre de la part d'une fillette de 10 ans, Béatrice Delap, qui lui a demandé d'intervenir pour mener une mutinerie contre ses enseignants. Elle avait écrit: nous sommes une bande de jeunes pirates en herbe et nous avons un peu de mal à nous mutiner contre les professeurs et nous serions ravis que vous veniez nous aider. Et à la dernière minute, Johnny Depp a décidé de se rendre à l'école et il a quand même en amont appelé l'école pour leur dire qu'il arrivait. Et il a fait un petit plaidoyer dans la classe. Il a offert un câlin à la fille. Il a dit, bon, peut-être qu'on devrait pas se mutiner aujourd'hui parce que bon, il y a des policiers qui nous surveillent à l'extérieur. Et je trouve ça, mais d'une mignonnerie absolue. Ouais, c'est cool de faire ça. Même si c'est pour la promotion du film. En tout cas, bravo, t'as trouvé. Tu as marqué un point sur le fil à toi. Et j'espère que je vais faire égalité. Alors, Christopher Waltz devait jouer le personnage du capitaine Salazar dans le 5e volet de la saga. Et finalement, il n'a pas pu parce qu'il tournait un autre film. Et Javier Bardem, donc, l'a remplacé. Par contre, ces 2 acteurs ont un point commun parce qu'ils ont joué aussi les méchants, 2 méchants différents dans une autre saga cinématographique. Laquelle? Dans James Bond. Bravo! Facile. Bravo! Ah oui, tout facile. à fait. Facile, dans Spectre et dans je sais plus l'autre, Javier Bardem. Spectre. Skyfall. Hein? Skyfall, ouais. Exactement, c'est ça. Ah bon, je suis content. Et ça fera pour cette fois-ci une égalité parfaite et il est temps de passer à la suite. La chronique on écoute, elle est simple. On choisit la scène qui pour nous est la plus emblématique de la saga et on vous la fait partager. Chris, je te laisse commencer. Lance ta scène préférée. Alors hélas, ce n'est pas une scène à mon avis très radiophonique, puisque c'est la première apparition de David Jones
lorsque tous ces moussaillons, ces marins horribles à la face dégueulassée par les poissons, s'arrête de bosser pour laisser passer David Jones qui sort de sa cabine, et au début on ne voit que ses jambes, ses pieds, et après on découvre cette tête de poulpe. C'est une scène que j'adore. Ouais, c'est vrai. Et je te suis. Ok. Et ben moi, ma scène, on va pouvoir l'écouter et je vous laisse profiter de ce son. À bord d'un bateau de plomb, nous naviguerons et par ses pouvoirs, moi et mes frères voguerons. Sur l'air, ils sont nos couleurs. Iseo, L'âme des pirates jamais ne mourra. Yo, quand sonne l'heure, ils sont nos Monsieur couleurs. Monsieur, ils ont commencé à chanter. Il était temps. L'âme des pirates jamais ne mourra. Et voilà, donc c'est une scène dont on a parlé tout à l'heure, c'est une scène qui pour moi est très emblématique. C'est pourtant dans un film qui m'a déçu parce que c'est dans le troisième, mais c'est la scène d'ouverture où on a le jeune pirate qui monte à l'échafaud et qui entonne cette chanson qui rassemble l'âme des pirates. Cette scène, elle m'a bouleversé, mais en même temps, encore une fois, elle a participé aussi à ma déception sur le troisième film, parce que je pensais vraiment qu'elle allait avoir un sens, et je pensais vraiment que ce petit pirate là, dont on voit pas la mort mais qu'on sait très bien qu'il part à l'échafaud, était un personnage, et qu'on allait découvrir un secret à propos de ce personnage. Non, c'est une mort gratuite. Chose que... Ouais, tout à fait. Mais ça reste quand même pour moi la scène emblématique d'ouverture de Pirates des Caraïbes. Allez, on passe à la suite. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Et oui, dans cette partie de l'émission, nous allons débattre autour de certaines théories que nous avons trouvées. Et je vais laisser Chris commencer. Chris, qu'as-tu trouvé comme théorie sur Pirates des Caraïbes ? Alors, je n'ai pas trouvé de théorie parce que j'aime tellement la mienne que je n'ai pas été en chercher d'autres. Pour moi, la théorie, c'est que Jack Sparrow est un enfant de Bourges et est un enfant de Dieu qui s'est coquiné avec une humaine. En quelques mots, tu as envie de voir Johnny Depp nu, les jambes croisées, allongé sur le sable chaud. Exactement. Bah écoutez, moi je vais pour ma part vous partager une nouvelle théorie. Une théorie où c'est plutôt c'est pas une théorie, mais c'est plutôt ce qui potentiellement pourrait se passer dans un futur, peut-être prochain film de Pirates des Caraïbes, et on y vient après. Donc comme tous ceux qui ont vu le dernier Pirates des Caraïbes, avec la scène post-générique, voilà, où on voit les tentacules de David Jones qui reviennent, la théorie serait qu'en fait David Jones serait de retour car la malédiction du trident de Poséidon est rompue, et donc lui-même peut revenir d'entre les morts. Et à la fin du troisième film, on se souvient aussi de la belle scène de fin de Lord Cutler Beckett, dont on n'a pas parlé, mais qui est un méchant vraiment très emblématique dans le 2 et le 3, et son navire qui explose. Mais lui, Beckett, on le voit descendre les marches de son navire, mais on le voit pas mourir. Et donc,
La théorie serait d'imaginer que Lord Beckett serait de retour, peut-être sous les traits d'un mystique, d'un mystère en tout cas, des eaux du triangle des Bermudes, et qu'il s'allierait avec David Jones pour essayer de venir enfin tuer et défaire Jack Sparrow. Voilà, j'ai aimé cette théorie, je me suis dit, c'est vrai que ce serait un bon pitch de film quand même. Ouais, j'adore, c'est pas mal ça. Bah écoute, en tout cas, on va passer à la suite et vous allez voir que peut-être très bientôt, nous aurons notre réponse. Et on va clôturer cette émission avec la chronique autour de What's Next. What's Next, c'est se demander quel sera le futur de cette saga. Chris, est-ce que tu as des infos là-dessus ? Mais juste avant que tu me donnes ta réponse, j'ai envie de dire qu'on a entendu tout et n'importe quoi. On a entendu une Margot Robbie qui va venir remplacer Jack Sparrow féminin. C'est un peu la mode, en tout cas en ce moment dans l'industrie hollywoodienne. On a entendu un retour de Johnny Depp qui pourtant ne voulait absolument pas revenir suite au licenciement par Disney à cause de son procès avec Amber Heard. Alors qu'est-ce que tu as pu nous dégoter ? Bah écoute, moi, j'en suis resté là. J'en suis resté suite aux accusations de violence envers Amber Heard, qu'il était persona non grata chez Disney et qu'il n'y aurait plus de Pirates des Caraïbes avec lui. Ok, très bien. Eh bien, moi, je vais t'apporter une info que j'ai trouvée, que j'ai glanée. Et ça y est, c'est officiel. Pirates des Caraïbes 6, son tournage débute l'année prochaine. Et ça, il débute, enfin l'année prochaine, non, il débute en 2025. Donc, il débute dans les prochains mois. Et il va être tourné à Saint-Vincent, les Grenadines, là où la trilogie originale a été tournée. Ok, alors ça c'est une nouvelle énorme. Et c'est très encourageant parce qu'on a aussi une partie du casting qui a été dévoilée et qui apparemment est à peu près sûre. Donc effectivement, on retrouvera Margot Robbie dans un rôle qu'on dit de pirate rouge. On va retrouver Orlando Bloom, on va retrouver Keira Knightley et on va retrouver Penelope Cruz qu'on avait vu dans le 4. Donc ça c'est peut-être un peu moins sympa, mais bon on verra. Et apparemment, Johnny Depp serait en pourparlers pour reprendre son rôle de Jack Sparrow. Alors, info, intox, on ne sait pas. Gros rôle ou simple caméo, on ne sait pas. Mais en tout cas, toutes ces nouvelles sont réjouissantes, encourageantes. Et moi, j'ai juste envie de dire un truc. Eh ben, vivement d'avoir la suite des infos et d'avoir un Pirates des Caraïbes 6 qui sort sur les écrans. Mais j'espère que ce sera une suite et pas un reboot. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y en a marre des reboots. Voilà, exactement. Sauf quand c'est Scream, bien évidemment. Ouais, effectivement, parce ils ont bien fait les choses. Voilà. Ok, et effectivement, Scream n'est pas géré par Disney et Disney niveau reboot, on n'est pas foufou. Bref, écoute, Chris, est-ce que tu as autre chose à me dire sur Pirates des Caraïbes ou est-ce qu'on a fait le tour et l'émission touche à sa fin et je verse une petite larme ? Non, je n'ai rien à ajouter. Parfait. Chris, merci d'avoir passé cette petite heure avec moi, comme d'habitude. Merci à toi, c'était cool. Et puis, chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Cinépopée. Et dans un mois, on parlera de quoi, Chris ? On parlera d'Alien. Alien, une saga horrifique. À chaque fois que j'y pense, j'ai encore des frissons dans le dos. Allez, Chris, je te dis à dans un mois pour Cinépopée. D'ici là, passe de belles semaines, profite bien. Et puis tiens, refais-toi un petit coup de Pirates des Caraïbes. Ça te fera pas de mal. Eh bien, je suis d'accord avec toi. Et je commence tout de suite. Allez, bonne soirée mon Chris, bon Pirates des Caraïbes 1, j'espère que tu vas commencer par le 1. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à partager, à liker nos pages et à faire connaître notre émission Cinépopée ou nos autres émissions de Radioverse, car tout est disponible bien sûr en streaming audio sur toutes les plateformes. Pour se quitter, on se quitte sur un autre petit air marin, Santillano de Hugo Frey, et moi je vous dis à dans un mois. Ciao à tous. C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau. Liceo Santillano. 18 nœuds, 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague et tiens bon le vent.
Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Je pars pour de longs mois en laissant Margot ici au Santillano. Y penser, j'avais le cœur gros, en doublant les feux de Saint-Malo. Tiens bon la vague et tiens bon le vent ici au Santillano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. On prétend que là-bas l'argent coule à flot ici au Santillano. On trouve l'or au fond des ruisseaux, j'en ramènerai plusieurs lingots. Tiens bon la vague et tiens bon le vent ici au Santillano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Un jour je reviendrai chargé de cadeaux ici au Santillano. Au pays j'irai voir Margot, à son doigt je passerai l'anneau. Tiens bon le cap et tiens bon le flot ici au Santillano. Sur la mer qui fait le gros dos, nous irons jusqu'à San Francisco.